monde m'a l'air d'être à l'heure quand même. Écoutez, bonjour tout le monde. Allez, un dernier qu'on autorise, Damien, là, je vois. Tac, tac, les petites notifs n'arrêtent pas, c'est bon signe. Euh, Pardon, je monte mon micro. Ben, un bonjour pour tout le monde pour ce petit temps d'échange visio autour de j'allais dire, tant demandé prise porte-plume. Donc, pour d'abord faire un petit cadre général, ben, franchement, on connaît, mais je répète simplement. Pensez à couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Levez la main, éventuellement de préférence, éventuellement utiliser le chat pour poser éventuellement les questions, parce que l'idée c'est qu'il quand même qu'il puisse y avoir pas mal de questions. Ça nous permet voilà qu'il n'y ait pas de redite et vous voyez les questions des autres, donc ça peut être utile. On va essayer de vous passer la parole à chacun avec Damien. On fait une intervention en trois temps. D'abord Sylvain qui se présentera rapidement, mais voilà Sylvain Barbu qui est aujourd'hui CTD dans la Lozère qui enseigne encore aujourd'hui avec un jeune qu'on a dans la détection nationale en ce moment, là, qui est suivi Noah, voilà Porte-Plume, qui a connu Félix Jeune. On enchaînera avec Stéphane, qui a un petit peu, je crois, connaît quelqu'un qui l'utilise actuellement et qui a aussi ce côté qui lui a été dans la réalité de comment on se débrouille à l'époque où la Porte-Plume était j'allais dire moins en vogue que maintenant, en tout cas quand Félix était petit, et Damien qui a vécu l'arrivée de Félix dans un groupe où c'était ben voilà, un joueur différent pour plein d'aspects, mais entre autres pour sa prise de raquette et comment gérer ça. Voilà un petit peu les trois temps, les trois interventions en introduction, et après derrière, mais bien sûr ouvert avec vos questions et réponses. Normalement, je vois sur mon écran que ça enregistre parce qu'il y a pas mal de gens qui sont absents qui m'ont dit qu'ils voulaient bien récupérer ça. Et ce que je vais tester, et ben déjà avant de leur donner la parole, et je vais la donner à Sylvain, je vous remercie encore tous les trois d'avoir été présents. Et je vais tester ça, normalement, je vais mettre l'écran de Sylvain, voilà, un peu plus en évidence pour tout le monde. C'est jamais fait ça avec Teams, mais tac. Donc vraiment, Sylvain, tout le monde le voit un peu plus grand, naturellement, si vous utilisez l'application Teams. Et je ferai pareil, donc du coup, avec Steph et avec Damien après. Sylvain, je te passe la main et je coupe aussi mon micro, du coup. Bon, ben, merci. Ben, bonjour à toutes et à tous. Ben, tu me breakeras quand il faudra, Guillaume. Pas de problème. Alors, donc la première chose que je peux dire, c'est que je fais une intervention sur la Ligue Nord-Aquitaine il n'y a pas très longtemps et j'entends encore beaucoup les entraîneurs et les responsables techniques avancer l'argument que les entraîneurs se sentent pas aptes à enseigner la prise porte-plume. Alors c'est vrai que d'une part, il n'y a pas forcément une documentation très très aboutie, pour nous en France en tout cas. Mais ce qu'on peut dire déjà par rapport à ça, c'est que même s'il n'y a pas une documentation riche, on peut toujours de toute manière discuter. Maintenant, avec Internet, c'est quand même pas très compliqué non plus d'aller chercher un certain nombre d'éléments, ce qui était moins le cas effectivement il y a 20 ou 30 ans. Donc, le fait d'aller chercher, de discuter, d'échanger avec les entraîneurs, ceux qui forment déjà des joueurs en prise porte-plume. Bon, moi, je suis sur le DGEPS, je croise aussi des gens qui, là je suis avec Thiago Montero par exemple en ce moment, lui il est en lien direct avec Kazuo Matsumoto, donc évidemment on peut échanger aussi sur ces aspects-là. Donc ça c'est la première des choses par rapport à l'argument qu'on peut amener à l'encontre de l'appréhension qu'on pourrait avoir pour la prise porte-plume. Le deuxième, c'est que il suffit d'évaluer les joueurs au fur et à mesure, hein, donc d'évaluer vite sur un groupe, déjà dans un club, comment ça avance, si c'est en décalage avec les autres ou pas, s'il y a des freins, s'il n'y a pas de freins. Après, ça découle vite sur le comité, ça découle vite sur la ligue et ça découle vite éventuellement sur le niveau national. Donc ça, les évaluations que vous mettez en place, normalement, je vous dis vite si on est bon ou pas. Et donc, si c'est bien fait, c'est aussi un deuxième argument pour ne pas avoir peur de se confronter à la prise porte-plume s'il y a cette appréhension au départ. Troisième argument qu'on peut amener, c'est on voit bien qu'avec Félix, on aboutit à quelque chose qui est plutôt de bon augure si on veut travailler avec la prise porte-plume, parce que c'est pas impossible donc d'arriver aujourd'hui à la numéro 4 mondial avec cette prise-là. Et en plus, dans un contexte à l'époque où on était peut-être encore plus démunis qu'aujourd'hui, encore que, parce qu'à Montpellier, c'est vrai qu'il y avait les joueurs chinois aussi qui étaient présents, donc qui pouvaient servir aussi moi, en tout cas, je m'étais servi de leur discours, mais même en se servant de leur discours, on s'apercevait aussi que Damien, il reviendra peut-être là-dessus, et Stéphane aussi,
ça figeait un peu le discours sur la prise elle-même, c'est-à-dire comment les doigts ils sont posés sur la raquette. Puis, mais on s'aperçoit en fouillant que vous prenez la prise traditionnelle chinoise, Malin, derrière Wang Gao ou Xuxin n'ont pas la même tenue de raquette. Et vous regardez Félix, c'est différent également. Le jeune que j'ai aujourd'hui, lui, il est numéro 2 Benjamin 1 à l'heure actuelle. Donc ça rejoint un peu l'idée de l'évaluation dont je parlais tout à l'heure et de son savoir-faire aussi. Donc ça, c'est l'œil de l'entraîneur aussi qui vous renseigne à ce sujet. Mais sa prise de raquette, elle est aussi différente. Et ça n'empêche pas de faire l'ensemble des coups techniques qui sont possibles. À ce sujet-là, vous pouvez vite également en point de départ, vous avez un gamin qui est capable de. Alors Stéphane, il vous dira lui de son côté, on dira certainement dessus que de toute manière le joueur il va trouver des solutions, mais vous en tant qu'entraîneur, vous voyez vite si le joueur il est capable de faire toutes les actions sur la balle et dans toutes les directions. Donc ça, c'est déjà un bon point de départ. Ça, c'est assez facile. Parce qu'après se posera sur le terrain le problème éventuel de la difficulté de l'apprentissage revers, qui est moins le cas en coup droit. Mais les freins, ils sont assez vite levés d'une façon générale. Et là, le dernier argument que je peux vous amener sur la non-appréhension à avoir, c'est que l'entraîneur, il a des solutions s'il en connaît, s'il se penche un peu sur le problème, mais le joueur, il en a aussi des solutions. Voilà. Donc après, je peux répondre après sur beaucoup d'autres questions, à savoir comment le type de travail qu'on peut mettre en place, les spécificités, le matériel, etc. Mais s'il faut être court, déjà, ça peut peut-être déjà lancer le débat. Ouais, je fais glisser la parole, en plus tu l'as cité 2, 3 fois, à Stéphane et Damien, et je pense qu'on reviendra sur toi, Sylvain, sur un petit peu ce que tu nous avais dit, un peu expliqué à Lyon, là, sur les histoires voilà, de choix de matériel aussi, de prise et ainsi de suite, sur le placement des doigts. Alors du coup, hop, j'arrête de te mettre en évidence, et je cherche Stéphane maintenant sur mon écran pour pouvoir le remettre un peu plus en avant. Je le vois ici. Hop. Steph, je t'en prie, à toi. Bonjour à tous. Je vais poursuivre un petit peu sur ce qu'a dit Sylvain. Moi, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est tout simplement la facilité en fait à laquelle on a travaillé et le fait de se dire, il n'y a pas de frein. Voilà, c'est-à-dire que quand Félix m'a demandé, parce qu'il a commencé au baby ping et il a commencé en prise orthodoxe, hein, tout simplement. Voilà, parce que il prenait la raquette comme ça et puis il s'amusait comme ça. Et puis ensuite, très rapidement, à 4 ans et demi, 5 ans, il a vu Chen Jian, hein, vous connaissez tous l'histoire, et il m'a dit, je veux jouer comme ce Chinois-là. Et il n'y a pas eu à aucun moment de ma part le fait de dire, mais mince, comment on va faire? Non, non, l'important c'était que lui, il ait envie de le faire. Et on est parti sur ça, il n'y avait pas de souci, il voulait jouer, il voulait faire comme Chen Jian. Donc c'était du mimétisme. Et en fait, il y avait pas de problème là-dessus parce que pour moi, ça reste, et c'est encore le cas, je pense que le fait d'avoir eu ce changement avec la prise inversée, ça reste une prise qui est hyper agréable et qu'on peut développer et en plus avec énormément de solutions, beaucoup plus que la note pour nous orthodoxes, on va dire, parce qu'il y a plein de petits sujets avec les doigts qui sont intéressants. Voilà, et donc c'est une vraie sensation, c'est une vraie plaisir. Il y a plein de choses qui sont intéressantes dessus. Donc, pour moi, c'était parfait qu'ils puissent s'amuser avec cette prise-là. Euh, Même chose, j'ai eu beaucoup de retours sur mais comment vous allez faire? C'est-à-dire à partir de 7-8 ans, même un peu après, tout le monde me disait, mais est-ce qu'il va repasser en prise orthodoxe? Il avait 10 ans, il était dans les meilleurs Français, voire le meilleur avec Eliane. Voilà, on me disait quand est-ce qu'il repasse en prise orthodoxe, pour vous donner un peu le contexte.
Et parce que les gens ont peur, en fait, simplement, avaient peur de se dire, mais vous n'avez pas les capacités à entraîner. En fait, c'est le principe même de l'entraînement, c'est-à-dire que pour moi, bah oui, peut-être que je ne connaissais pas et qu'on ne connaissait pas avec Sylvain, qu'il a eu beaucoup, avec Damien, qu'il a eu aussi également toutes les spécificités de la prise orthodoxe, mais juste de prise porte-plume, pardon, mais justement, c'est hyper enrichissant parce qu'on va chercher les choses. Et donc, on apprend beaucoup plus vite parce que finalement, on a tous des certitudes. Et là, ben, le fait d'être dans l'incertitude et dans le doute, c'est un vrai message. C'est-à-dire que c'est là où on a progressé le plus, je pense. Voilà, donc, parce que justement, on est obligé d'aller chercher quelques petits détails pour faire avancer. On est obligé de tester, on est obligé de sentir les choses, on est obligé d'avoir beaucoup de retours avec le joueur. Et finalement, on apprend beaucoup plus vite et on se rend compte que bah, c'est pareil, c'est du ping-pong, quoi. Je vais être très, très simple, très basique. Le revers, c'est un revers. Le coup droit, c'est un coup droit. On sert de la même manière. En fait, c'est du ping-pong, tout simplement. Donc, moi, je n'avais pas cette appréhension-là, évidemment, parce que j'ai été baigné avec des joueurs chinois porte-plume pendant des années. Le seul message qui me faisait passer, c'est par contre, soyez indulgents parce que il faut plus de temps. Voilà. Alors, il se trouve que Félix les a finalement, on voit que Félix, il n'a pas pris beaucoup de temps, mais c'était le message. C'est un peu comme le message de défenseur qu'on avait à une certaine époque. En fait, bah, c'est un peu plus long parce qu'avec cette prise-là, il faut avoir un peu plus de maîtrise technique parce qu'on a un peu moins de puissance au début, parce que par rapport à la taille, il y a certains services qui sont difficiles, etc., etc. Donc, en fait, tous les apprentissages qui nous permettent de gagner des points rapidement, ils sont plus complexes, en fait, ils sont plus longs. Parce que aussi, avec la raquette, la prise porte-plume, vous avez la raquette, le bout de raquette qui est en bas, et donc on perd aussi une dizaine de centimètres, par exemple, par rapport à une prise orthodoxe. Quand on a un revers-revers, forcément, déjà, ils sont petits, et là, on perd encore 10 centimètres. Donc, c'était tous ces détails-là, mais il me faisait passer ce message-là. Moi, je n'avais aucun souci là-dessus. Le temps, il est long pour moi, il n'est jamais court, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Et finalement, il a démenti tout ça. Hein. Voilà, donc ça prouve en plus que quand Sylvain passait ce message-là, de ce que me disait, ce qu'on avait comme un échange, et ils étaient importants avec tous les joueurs chinois que j'ai pu connaître, eux mettaient des freins. En fait, Félix, il n'en a mis aucun. Donc, ça prouve vraiment qu'en fait, on se met des freins là où il n'y en a pas. Il mettait des freins sur la prise revers un peu trop fermée de Félix. Bon, peut-être que ils avaient tort parce que cette prise revers fermée, alors oui, il est un peu moins puissant au coup droit, mais ça lui permet d'être très très fort en revers, voire le meilleur du monde en revers. Voilà, donc tout ça fait que quand je réfléchis, je me dis, c'est nous en fait, c'est nous les entraîneurs, on se met des freins là où il n'y en a pas. Et moi, j'aimerais juste faire passer ce message-là, ça reste du ping-pong, donc ça veut dire qu'en fait, les exercices, les trucs, ils faisaient les mêmes que les autres. Pareil, la même chose. Voilà, il n'y a pas eu d'entraînement spécifique avec lui. Donc il était dans le groupe et il jouait comme ça et point final. Dernière petite chose avant de passer le relais à Damien et après, voilà, même chose. Hein, toutes les questions sont les bienvenues. Il y avait juste un petit problème. Sylvain l'a dit au début, c'était par rapport au matériel. Et donc là, évidemment, on a essayé de faire en sorte de bricoler un peu. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait parce que je suis pas vraiment bricoleur, mais par contre, il a fallu couper il y avait rien, quoi. Il a fallu couper les manches. Voilà. Et moi, j'insiste sur ça parce que c'est vrai qu'on trouve pas beaucoup de matériel adapté et que quand ils sont petits, même ce qu'on achète en prise porte-plume qu'on peut trouver sur Internet ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui le font, c'est des prises porte-plume adultes. Donc, ce qu'on avait fait, c'est Raquette Panda, on avait coupé. Hein. Voilà. Il faut savoir qu'il a joué jusqu'à 10-11 ans avec un bois Panda. Hein. Il était dans les meilleurs Benjamins de France, etc. C'était un bois de Raquette Panda et on avait juste coupé le manche. Donc après, évidemment, ça posait un problème parce qu'il s'est frité, cette raquette, vous la connaissez. Donc, mais il a joué comme ça, hein, il n'y avait pas de manche, etc. Donc c'était juste par rapport à ça. Il faut faire attention quand on a un petit, je pense au poids de la raquette, parce qu'ils ont que 2 doigts hein, pour la tenir.
C'est déjà lourd, une raquette. Sur les manches orthodoxes, on a ces manches-là. Même le manche orthodoxe XS, il faut le couper un petit peu pour que ça soit plus simple. Voilà, c'est juste une question de matériel. Et là, c'est juste un peu de bricolage. Et puis ça le fait. Mais il faut faire attention à ça parce que sinon, on peut avoir quelques problèmes de blessures, etc. Il faut juste savoir qu'ils tiennent la raquette qu'avec 2 doigts. Et à cet âge-là, forcément, elle est lourde. Voilà. Donc j'insiste là-dessus parce que je pense qu'on a pris la bonne décision parce que sinon, c'est compliqué. Il n'y a malheureusement pas encore assez de matériel là-dessus. Mais c'est largement faisable. Voilà, donc après, je passe moi la parole à Damien voilà, parce que je n'ai pas d'autres anecdotes par rapport à ça, mais en tout cas, le projet a été très simple parce que on avait déjà envisagé, et c'est le cas à Montpellier, on fait tester les gamins. Voilà, c'est-à-dire qu'ils jouent tous en porte-plume. Mais c'était déjà le cas quand Félix est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème. On faisait des séances en porte-plume, on faisait des essais en porte-plume. J'ai jamais eu de problème avec ça et en me disant mais qu'est-ce que voilà. Et même, je pense que c'est intéressant d'avoir de temps en temps des moments porte-plume pour les gamins, mais pas que des moments où on est parce que ça tout le monde le fait, je sais. En montée-descente ou un truc, on fait jouer un set en porte-plume. Non, des exercices. Parce que si vous avez un souci, là, on reviendra en détail, mais par exemple, sur un coup dans le coup droit qui monte un petit peu, vous mettez la raquette porte-plume et vous vous rendez rapidement compte que le gamin, il arrive à faire descendre sa pointe de raquette et que son coude, il est beaucoup plus, au niveau du placement du coude, il est bien mieux placé. Donc, c'est des solutions aussi d'apprentissage intéressantes. Voilà. Merci Steph. Je vais basculer l'écran sur Damien. Lorsque je te retrouve sur mon écran, voilà, tu es là. Je t'en prie, Damien, on reviendra un petit peu sur les histoires de bois, je pense. Après, j'ai vu quelques petites questions dans le chat déjà. Vas-y, Dame. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, dans la continuité de Sylvain et de Stéphane, et par rapport à Félix, puisque je suis proche de Montpellier, quand on avait Félix Petit, on a beaucoup travaillé ensemble, mais j'y reviendrai un petit peu après. Ce que je voulais dire, peut-être que vous ne savez pas, c'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose d'important dans l'expérience de la porte-plume. Il y avait un autre joueur qui aujourd'hui est assez fort et qui était en porte-plume, c'était Joey Seyfried quand il a débuté le tennis de table. Donc Guillaume le sait parce qu'il était avec moi en Alsace à l'époque, et quand on l'a eu au départ, il était avec cette prise porte-plume, parce que son entraîneur lui avait fait découvrir l'activité avec cette prise-là. Alors après, il est parti plutôt sur une prise orthodoxe parce que très grand, un petit peu moins de qualité par rapport à ça. Mais il y avait aussi cette première expérience-là, donc on avait été un petit peu alerté autour de ça, autour de cette prise avant, et ce qui était à l'époque très très rare. Voilà. Quand Félix est arrivé dans le groupe France Détection, avec sa prise porte-plume, évidemment, ça interroge un petit peu. Est-ce qu'on a les capacités pour est-ce qu'on a les mêmes connaissances? Évidemment, non. Mais je crois qu'on l'a pris plutôt comme une vraie chance d'arriver, de le voir arriver avec un style de jeu un petit peu différent. Mais comme l'a dit Steph, ça reste du ping-pong. Et il n'y a pas eu un moment où on a adapté les exercices par rapport à Félix et par rapport à la prise porte-plume. Voilà, donc c'était vraiment une chance, sachant que la philosophie, et c'est un peu toujours la même sur le groupe détection, c'est qu'on souhaite qu'il y ait on souhaitait qu'il y ait de la variété dans les systèmes de jeu, donc de la défense, du matériel, des gauchers, des droitiers, des joueurs qui jouent près de la table un peu plus loin, et donc la porte-plume, ça a amené dans la variété. On souhaitait qu'il y ait de la créativité, et je dirais que pour Félix, mais pour les autres également, souvent, c'était de laisser des temps pour inventer des choses. Et je me rappelle que Félix, là-dessus, il avait une vraie capacité à inventer, en service, en remise, avec les deux côtés, en variant, en revers aussi, puisqu'il utilisait les trois faces de la raquette, puisque avec la porte-plume, on peut utiliser le côté revers ou le côté plus coup droit. Et donc, ça, il le faisait beaucoup. Donc, voilà, on a travaillé sur cette créativité-là. Et je me rappelle qu'on essayait de ne pas trop regarder. Enfin, moi, de
temps en temps, je regardais un petit peu les meilleurs joueurs mondiaux en porte-plume, mais j'essayais de ne pas leur montrer aux joueurs parce que je ne souhaitais pas qu'il y ait de copie. C'était plutôt continuer à créer. Voilà. Ensuite, autre chose, on s'est appuyé sur des joueurs et des joueuses. Alors, Stéphane en a parlé, mais moi, je me rappelle de deux joueuses. Yuan Kao, qui jouait à Nîmes à l'époque et qui était en porte-plume et qui relançait très régulièrement avec Félix et qui nous donnait des petits conseils, surtout sur la position des doigts, la pression des doigts, des petites choses que nous, on sentait un petit peu moins, dont on avait moins l'expérience. Et Elie Sanson également. Voilà, donc on s'appuie un petit peu là-dessus. Pour revenir un petit peu plus sur la technique, qui est un petit peu plus, un peu plus spécifique sur cette notion de relâchement par rapport au coup droit, et Stéphane l'a bien redit, et je pense que c'est un moyen aussi pédagogique pour retrouver ça avec ce relâchement en coup droit, avec cette raquette qui est un petit peu plus basse, plus naturellement cette position du coude, plus facilement qu'avec la prise orthodoxe. Et puis les petites difficultés où Félix de temps en temps s'interrogeait un peu, enfin de ce que j'ai en mémoire sur est-ce qu'il faut que je garde la prise porte-plume, il était en véritable galère, encore un peu plus que le sont les petits, quand il jouait sur des adultes plus forts que, enfin, de son niveau. Qu'est-ce qu'ils faisaient les adultes? Ils reculaient, ils montaient les balles. Et là, avec la prise porte-plume, c'est encore plus difficile qu'avec la prise orthodoxe. Et là, de temps en temps, ça lui mettait un petit peu le doute. Mais voilà, on s'aperçoit qu'il l'a bien travaillé et que ça a bien avancé. Et puis Stéphane en a parlé, évidemment, sur le revers. La pointe de la raquette est encore un petit peu plus bas, mais c'est un petit peu plus difficile avec le revers. Mais quand on voit le revers qu'il a aujourd'hui, on peut se dire que peut-être qu'il a commencé à le travailler là. Il se mettait un petit peu plus loin pour que la balle redescende. Enfin, il a adapté un petit peu les choses pour qu'on puisse avancer avec cette prise. Donc, voilà, et puis j'ai souvenir aussi de parties un petit peu moins encadrées avec les autres partenaires du groupe France Détection à l'époque, où il y avait des compétitions, où Félix reprenait la prise orthodoxe, où les autres prenaient la prise porte-plume, empruntant sa raquette et ainsi de suite. Et donc, ça développait cette créativité, cette variété qu'on souhaitait à tout prix développer. Donc, je trouve que pour nous, c'était complètement un avantage. Ça nous a permis et ça nous a obligés de réfléchir un petit peu différemment, mais pas de gros bouleversements. Et quand je pense à vous, là, qui êtes là, soit sur des structures, soit sur des clubs, ben, je pense qu'il faut voir ça aujourd'hui d'un bon oeil. Alors, c'est plus simple aujourd'hui parce que la Félix a enfoncé la porte, mais en profiter pour se former et avoir un peu plus de connaissances là-dessus. Et puis amener des variétés. On doit, je crois que c'est Sylvain qui l'a dit tout de suite en préambule, on est capable d'aller au très très haut niveau. On voit Kyudang aussi, qui a été champion d'Europe, qui a une formation européenne et qui est capable d'être très très performant avec une prise porte-plume. Voilà ce que je pouvais dire en intro. Et puis, évidemment, toutes les questions seront les bienvenues. Merci Damien. Bah, écoutez, je vois quelques petites questions. J'en réponds à une très rapidement qui nous demande si c'est autorisé dans le règlement de couper le bois, le manche. La réponse est oui. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, Félix n'a pas triché. Non, non, et comme on a le droit de poncer, je monte un peu. Hein. Là, c'est la fameuse panda au niveau de la pince ici qui est bien sûr plus fine et qui permet d'avoir ce bois très léger. Eh ben oui, on a le droit de poncer un petit peu plus ici pour pas qu'il y ait justement cette douleur au niveau des doigts lorsqu'on va tenir la main avec les deux doigts. Et ça va me permettre du coup de prendre la première question de Fred pour Sylvain. Un peu quelles sont les différentes de prises, toi, que tu peux montrer sur comment justement, est-ce que les doigts devant se touchent pas, ou sur des choses comme ça. Alors, là, il faudrait que je remonte chercher une raquette. Je suis à Montpellier et je suis dans la salle du bas parce qu'en haut, j'avais du réseau qui était. Donc, je suis redescendu en bas. Je n'ai pas pris la raquette, mais rapidement, c'est pas compliqué. Historiquement, tu as deux prises, la prise japonaise et la prise chinoise. Donc, la prise japonaise, tu la trouves plus, ou coréenne, avec les doigts qui sont un peu plus étalés sur la face Comme solaire. ça, si tu arrives à me voir, les doigts tendus derrière plutôt. Où est-ce que tu es? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. 3, voilà. Et la butée sur le manche aussi. Le manche qui était différent. Ouais. Ouais, alors oui et non. Parce que, pas toujours, mais. Voilà.
Mais après, vous avez tous vu ces raquettes avec les renforts en liège, Mm. qu'on peut scier d'ailleurs, parce que moi j'avais un jeune qui était super. Merci. Top. Voilà, pardon. Je ne sais pas si vous voyez par contre. Là. Faut que tu mettes devant ta figure, je pense, sinon ça sera quasi le plus simple. Ouais. Là. Ouais. Bon. Ensuite, derrière, ici, ça c'est la prise traditionnelle chinoise, avec les doigts comme ça. Mais vous regardez Wang Hao, il est passé à ça, avec l'auriculaire. Sylvain, on voit rien là. Regarde, remets-toi en face. Regarde, Sylvain. Ouais, Sur ta très bien. droite. Et toi sur ta droite. Voilà, top. Non, ta droite. Voilà, très bien. Donc, Wang Hao, si vous regardez, il a les deux doigts posés là, le majeur et l'annulaire, et l'auriculaire qui est un peu plus libre. Souxine, il est posé comme ça. Et Félix, il est posé là, puis derrière, ça vient comme ça. Stéphane, il pourra appuyer dessus à ce sujet-là. Le gamin, le petit qu'on avait à Montpellier à l'époque, lui, c'était pareil, c'était cette prise-là. Et le petit qu'on a aujourd'hui là sur Occitanie, lui, c'est un peu pareil. Il pose comme ça. Et franchement, moi, quand je me mets en relance sur lui, la qualité de la balle et la puissance sur des balles qui arrivent dans la zone où il est en confort, ça ne joue pas sur la puissance. Donc, sur les prises après, tout à l'heure, je crois que c'est Damien qui a parlé de la liberté des doigts. Évidemment, il faut amener les joueurs aussi à jouer avec ça, parce que ça va jouer sur la capacité. Ça, les entraîneurs, je me souviens, moi, quand on avait fait le premier travail dessus, ça c'était en 2011, il y avait beaucoup d'entraîneurs qui ne se rendaient pas compte qu'en fait, en jouant sur le pouce et le majeur, ou entre l'index, c'est en prise traditionnelle ici, et en libérant le pouce, on arrive à faire varier l'inclinaison de la palette. Donc ça, il faut jouer avec ça. Ensuite, moi, je recommande à tous les entraîneurs de s'intéresser un peu mécaniquement à comment ça fonctionne un poignet. Vous allez voir les différents mouvements, hein, la flexion, l'extension, l'abduction, l'adduction. Le fait que ça puisse tourner en circonduction. Et après, si vous voulez une pronation ou une supination, là, c'est plutôt l'avant-bras avec le radius et l'ulna qui vont tourner, mais les doigts, ils vont participer à ça. Donc ça, le joueur, il y a de la liberté là-dessus. Et puis après, avec le poignet ici, les jeunes, même si les entraîneurs, on discutait de ça hier avec Stéphane, surtout, il ne faut pas que les entraîneurs ils prennent leur capacité à tenir la raquette ou à vérifier ce qui est faisable ou pas, parce qu'il y a des choses que moi, je ne pouvais absolument pas, toujours pas faire d'ailleurs, alors que les jeunes, vous leur mettez la raquette, eux, ils vont s'en sortir très très bien. Donc sur la prise de raquette, après, Guillaume a parlé de la douleur que ça peut occasionner au début, on peut penser, on peut mettre un sparadrap au début. Et après, Stéphane parlait des bois, des bois avec des petits manches. Il y a le Samsonov T-Bar qui est de meilleure qualité que le Cornillo et qui peut faire un bon bois de départ et qui a servi de bois de départ à plusieurs joueurs en prise porte-plume. Puis après, c'est vrai que si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver du matériel, mais ouais, effectivement pas forcément adapté aux petits. J'ai regardé là, parce que j'ai un gamin qui joue en prise porte-plume, un supplémentaire qui joue en prise porte-plume. Donc ses parents voulaient lui acheter une raquette prise porte-plume à Noël. Et en regardant sur Internet, j'ai même vu qu'il y avait des innovations, des innovations sur le manche. Je crois que c'est Sandweg qui fait vous regardez, vous tapez bois porte-plume, et vous avez des raquettes qui sont totalement innovantes sur cette prise-là. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la question pour les doigts, enfin la prise en tout cas. Vas-y Fred, je vois que tu lèves la main si tu veux compléter. C'était ta question, tu peux rouvrir ton micro. Je crois qu'il est fermé. Ok, alors désolé, je n'ai pas de caméra, je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas sur Teams. On t'entend, c'est l'essentiel, vas-y. Ouais, c'est gentil. Oui, donc, et après sur le pouce, alors je pense que chaque joueur s'adapte aussi là-dessus, mais le pouce est assez haut, etc. Alors, je parle pas bien sûr d'un débutant, hein. Je parle d'un joueur, voilà, parce que je pense qu'on peut tout le monde arriver à former 12, 15 au niveau classement sans aucune difficulté, entre parenthèses. Je parlais après plutôt pour aller sur l'accès au meilleur niveau et donc les contraintes à ce niveau-là, en fait. Fred, je me permets de
Sylvain, je me permets de compléter. En fait, c'est un peu peut-être quelle prise, enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la prise qui pourrait être limitant pour plus tard aussi? C'est ce que je peux aussi un peu demander. Ouais, faire attention peut-être à un placement du pouce qui pourrait être rédhibitoire pour plus tard. J'ai pas la Ouais. réponse, hein, Sylvain. Toi, tu as un peu plus d'expérience sur ça, ouais. Bah, si vous demandez aux joueurs de haut niveau comment ils tiennent leur raquette, on va dire que ça bouge tout le temps. Ouais. Euh, donc après, bah, je pense que le joueur, et l'entraîneur qui fait cette évaluation, il est parfaitement capable de vérifier à tous les niveaux à quel moment donné ça risque de poser des problèmes. Euh, Ça, c'est pas ça, enfin, ça, à mon sens, c'est vraiment pas un souci. Euh, Peut-être sur le pouce spécifiquement, non, franchement, il ne me paraît pas plus problématique que les autres doigts. J'ai vu une question aussi passer tout à l'heure sur une réflexion sur Clément Desbruyères, Hmm. qui n'est pas une prise porte-plume, une prise Oui. sword. Il y a une petite japonaise qui joue comme ça, Yulia Oyo. Ouais. Mais après, Stéphane peut compléter pour le pouce, hein, éventuellement, par rapport à Félix, puisque ça, c'est vraiment Ouais, ouais, le bon exemple. ouais, ouais, parce que bah, Félix, on a eu beaucoup d'échanges. Et moi, quand je vous disais, en fait, j'avais beaucoup de joueurs chinois qui me disaient il faut qu'il soit plus ouvert. C'est-à-dire, en gros, j'ai la raquette, moi, je sais pas si vous la voyez. Ouais, là, on la voit. Nickel. Voilà. Bah, en fait, Félix, il est comme ça. Et il demandait d'être beaucoup plus ouvert ici pour Écarté, avoir ouais. plus de pression, plus écarté. En disant, mais sinon, il n'arrivera pas à mettre de la pression et le bois va partir un petit peu, etc. Et bah, finalement, bah, il bouge son doigt. Voilà, il bouge son doigt. En fait, quand il veut mettre en top sur top, il est là. Et puis, quand il est sur le petit jeu, il est plus fermé. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces freins-là, c'est comme nous, en fait, en orthodoxe, euh, bah, les doigts, ils bougent. Donc, il n'y a pas de raison. Vous avez vu Ball, quand il remet, il a son index qui est super haut pour remettre court derrière. Donc, bah, il a adapté la prise orthodoxe aussi. Donc, c'est pas un problème par rapport à ça parce que, voilà, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, si tu ouvres un peu plus, bah, tu as un peu plus de pression sur le bois. Donc, forcément, pour mettre de la puissance, donc ça veut dire qu'en top sur top, quand tu es un peu plus loin, bah, ça vaut le coup d'écarter un tout petit peu plus pour mettre un peu plus de pression. Mais par contre, sur le petit jeu, pas forcément. Voilà, donc tout ça est à explorer. Et c'est la même chose derrière, c'est-à-dire que bah, il était très refermé, donc on sait qu'en étant très refermé, il n'utilisait pas le troisième doigt, ou très peu. Bah, voilà, on a essayé de travailler sur ça, de mettre, mais sans forcer, c'est-à-dire d'essayer de le reculer, en fait, trouver des situations qui font qu'il est obligé de faire. Il est obligé, lui, de faire. Et donc, quand Damien disait c'était la même chose en revers-revers, j'ai eu tellement de conseils en me disant pourquoi il joue si loin. Ben, parce qu'il avait 10 centimètres de moins que les autres. Voilà. Parce que de la prise. Et forcément, pour développer et pour que ça soit correct, ben, on était obligé de le mettre un petit peu plus loin. Bon, voilà, c'est pas très grave parce que, vous savez, à un moment donné, ils grandissent, les enfants. Euh, et, euh, et puis, ben, il s'est rapproché tout bêtement. Donc, en fait, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est justement qu'il développe de l'habileté et de la capacité à avancer et à être flexible, voilà, dans tout ça. Et donc, bah forcément, on essaye de réfléchir. Bah oui, là, la prise de balle au rebond en revers, ouah, c'est déjà compliqué. Alors, j'en reviens, je rebondis sur ça. Ça veut dire que le nombre de fois où on dit il faut qu'il reste prêt en revers, en fait, ça dépend de la taille quand même, hein. Voilà. Donc, c'est valable aussi pour la prise orthodoxe. C'est-à-dire que quand vous voyez des gamins qui sont collés à la table et qui jouent avec les épaules hyper hautes, bah, ça va être compliqué quand ils vont grandir. Voilà. Donc, c'est pas grave qu'ils soient un petit peu loin parce que l'important, c'est quand même du relâchement. Et le relâchement, on le trouve autrement. Donc, ça, c'est tout des. Voilà. Et finalement, quand je dis que ça nous a permis d'avancer et de réfléchir, c'est que cette certitude, voilà, pour gagner des points faciles, hein, pour les petits, on les met très proches de la table. Voilà, on gagne des points faciles. C'est pas bon pour la suite parce que souvent, bah, ils grandissent ces petits et ils sont bloqués parce que les épaules sont trop hautes, parce qu'il y a il y a forcément un peu de crispation à côté de ça. Vous voyez le relâchement qu'a Félix, sa vitesse, c'est du relâchement. Mais c'est aussi parce que on a fait attention à ça, mais c'est parce que lui nous imposait de faire attention à ça, parce que sinon on aurait été dans les mêmes stéréotypes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de gamin qui nous permet à un moment donné de douter. Voilà. Moi j'insiste beaucoup sur ça parce qu'en fait on ne sait rien, quoi. Et c'est super important de se dire ça, c'est qu'on ne sait rien et que finalement, c'est cet échange avec le gamin. Bah ouais, moi je peux pas, papa, moi je peux pas jouer si tôt parce que la balle elle est au-dessus de moi là.
Donc, je ne peux pas. Donc, je vais me reculer. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ça. Et après, sur tout ce qui est tenue raquette, vraiment, j'insiste, c'est la même chose que la prise orthodoxe. Hein. Voilà, il y a plein de prises porte-plume, finalement. Et donc, limitant, oui, on peut, si on reprend le cas de Clément Debruyère, on peut se dire peut-être que c'était limitant. Mais en fait, j'en sais rien. C'était limitant parce que c'est peut-être lui qui n'a pas réussi à développer autre chose derrière. Peut-être pas. Peut-être pas. Et ça, franchement, j'ai pas de recul nécessaire. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il y a des possibilités et qu'on les explore pas souvent, quoi. Voilà. Pour vous donner une anecdote avec Félix, pour moi, ce qui a été flagrant, c'est que j'étais sûr qu'il était incapable, que c'était pas possible de frapper du revers avec la prise inversée. Il frappe plus fort en revers qu'en coup droit. Voilà. Donc, j'étais sûr aussi qu'on était obligé d'être encore plus précis au niveau du placement et que la balle qui vient petit côté, quand on a la prise inversée revers, vous pouvez le tester hein, quand vous prenez un porte-plume et vous prenez la prise inversée revers. Quand on est loin sur le côté revers, quand c'est le petit côté revers, on se dit wow, c'est hyper compliqué de tourner cette raquette, etc. Vous voyez que le nombre de balles qu'il récupère comme ça et qu'il arrive à remettre avec de la qualité, c'est-à-dire qu'en fait, son périmètre en revers est énorme, alors que je pensais que ça allait réduire un petit peu et qu'il fallait qu'il soit toujours placé. Ce n'est pas le cas. Même s'il n'est pas placé correctement, il a une capacité à bien jouer en revers, et ça, c'est super important, parce que c'est ça, hein, le ping-pong, c'est réussir à bien jouer, à être efficient et que la balle ait de la qualité quand on n'est pas bien placé, parce que bien jouer quand on est bien placé, c'est relativement simple. Le ping-pong, c'est pas ça, c'est on n'est jamais bien placé et on doit bien jouer quand même. Donc, c'était surtout ça, et je pense que c'est ce qui nous a permis de se dire, pas de limite, quoi, pas de limite du tout. Voilà. Alors, si je peux encore, je ne sais pas si j'ai encore le temps, ce qui est très intéressant chez Félix, c'est son service. En fait, il sert comme un orthodoxe. Et il récupère la raquette quand il commence, c'est comme un orthodoxe, et quand il récupère la raquette, et on me disait aussi, c'est bizarre, il ne sert pas comme un porte-plume. En fait, c'est quand même pour moi, pour ça, que c'est le meilleur serveur du monde. C'est-à-dire qu'il a intégré les deux. Et donc, il a plus de force quand il a plus de mouvement, et en même temps, il a la force d'un service avec toute la main. Donc, quand je dis c'est vraiment intéressant de laisser créer, voilà. Là, par contre, tous les Chinois qui venaient me voir me disent mais non, il ne faut pas qu'il relâche la raquette comme ça. Ils se sont trompés, hein, parce que c'est quand même le meilleur serveur. C'est celui qui met en tout cas le plus d'effets au service. Voilà. Et il me disait mais là, ça va être dur de mettre beaucoup d'effets. Donc, et ce n'était pas des mauvais joueurs chinois. Hein, voilà. C'est tous les meilleurs qui disaient ça. Même Xu Xin le dit. Hein. D'accord. Donc là, en disant c'est bizarre comment il sert, il pourrait. Voilà. Il n'a pas joué Félix. Parce qu'au service, il met plus d'effets que Xu Xin. Voilà. Donc ça veut dire que ça, c'est vraiment nos freins, mais c'est nous qui nous les mettons. En fait, il n'y a pas de frein. Voilà. Il a adapté, il a pris des choses c'est le seul à faire. Voilà. Ça marche. Merci, Steph. Si quelqu'un veut rebondir, une question, n'hésitez pas à lever la main si vous ne voulez pas passer par le chat et poser directement à l'oral, il n'y a pas de souci. Mais voilà, une fois de plus, hein, pour un peu résumer quand même ce qui se dit depuis le début, les prises aujourd'hui, on a quand même l'accès à pas mal de vidéos pour, entre guillemets, s'inspirer des différentes prises porte-plume, comme on pouvait s'inspirer des différentes prises orthodoxes. Et surtout, chez nos jeunes, là, nos apprentissages, je pense que le vrai warning, c'est le poids du bois quand même, voilà, pour pas les mettre en difficulté. Et après, bien sûr, un peu bricoler. Et la deuxième chose, c'est leur apprendre à tout faire avec cette balle, en fait, hein, peu importe. Et vas-y, David, je vois que David lève la main, je t'en prie. Tac, Ah ben ça y est, je te vois. Hop. Vas-y, David. Oui, merci Guillaume. Stéphane, tu as parlé à un moment donné de 10 cm en moins tout à l'heure. C'est bien Oui. ça? Est-ce que tu peux réexpliquer, pour approfondir? Oui. En fait, si tu joues avec la raquette ici, en revers, je pense que vous la voyez là, à prise orthodoxe, quand tu es en revers, en fait, finalement, c'est assez facile de lever cette pointe de raquette et donc pour les petits d'être ici, d'accord, d'être à pointe de raquette, alors qu'en porte-plume, tu le vois tout de suite, j'ai descendu, poum, elle est là.
Et là, j'ai perdu 10 centimètres. Ici, orthodoxe, je ne change pas mon coude, hein. Je reste au même endroit. Et ici, porte-plume. Tu vois que en fait, la pointe de raquette, ce qui permet, il est obligé, lui, de le relever. Donc, tu imagines qu'ici, sinon, il est obligé de jouer au-dessus de sa tête pour être à la même hauteur. Voilà, pour couvrir la balle, on va dire. Tu sais, quand on dit prendre la balle, quand la balle est au rebond, forcément, on doit la prendre au-dessus de la table ou couvrir la balle. Eh bien, lui, ce n'était pas possible. Tout bêtement, parce que ces 10 centimètres, ils sont importants. Même chose pour le service qu'on apprend, les premiers services. Le service marteau, ici avec la prise orthodoxe, le service revers, lui, le service marteau, ça part de là. Hein. C'est un peu plus complexe. Donc, en fait, c'est pas plus complexe, c'est autre chose. C'est autre chose, mais ces 10 centimètres, quand déjà c'est des tout petits, ils sont importants. Voilà, ça veut dire qu'il faut essayer, comme disait Damien tout à l'heure, peut-être de reculer un tout petit peu, de se dire que pour le service, ça va aller quand même. Voilà, au bout d'un moment, il va grandir, il va servir, et il va avoir cette taille-là, et développer autre chose, c'est-à-dire forcément de la flexibilité, du relâchement, etc. Parce que jouer au-dessus de sa tête, c'est pas forcément, on est obligé d'avoir les épaules hautes, etc. C'est pas forcément une bonne chose pour la suite. Voilà. Merci Steph. Si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose ou a des questions, je vois Ludo. Ludo, je t'en prie. Vas-y, ouvre ton micro. Hop, pareil, je te mets en évidence au cas où il y a de la gestuelle. Là, ça doit être bon. Yes, c'est bon. Je t'ai entendu. Bonjour tout le monde. Bonjour Steph. Une petite question, tu disais, donc vous avez eu pas mal de conseils finalement des Chinois. Il y a eu Chen Jian aussi, je crois, avec qui vous êtes resté en contact. Des choses finalement que vous avez prises, des choses que vous n'avez pas prises. Vous avez comment finalement vous vous êtes dit tiens, je prends ou je prends pas. Vous avez testé, vous voyez si ça prenait ou pas, ou tout de suite il y avait des. Comme là, tu disais juste avant, au service, ça, non, on voulait le garder quoi qu'il arrive. Non, justement, on prend tout et on essaie tout. Damien parlait de mince, comment pas l'animoise, l'autre mince, j'ai un trou, Damien. Hop. Pas Yuan, l'autre. Ah, Lily, Licençon. Qui parlait en fait et qui nous a beaucoup aidé sur Insta. Je me souviens, elle me disait il faut qu'il écarte les doigts, etc. Ouais. Et on l'a testé, hein, on l'a fait. On l'a fait. Ça, et on s'est aperçu que ça ne lui collait pas, Félix. Ça collait pas forcément. On s'est aperçu que finalement, ça ne le relâchait pas forcément, que sa qualité de balle, parce que encore une fois, ce qui est important, c'est ce qui se passe à la fin, enfin, de l'autre côté de la raquette, enfin, de l'autre côté de la table. Hein, finalement, c'était pas mieux, et donc lui se recentrait et perdait un peu de ses capacités à changer son doigt, etc. Donc, on prend tous les conseils, bien évidemment, parce que c'est comme ça qu'on se forme. Certains vont aller jusqu'à le conseil vraiment, c'est-à-dire scolairement, on va dire, on va jusqu'au bout. Et puis certains, ça nous permet de réfléchir autrement. Voilà, donc oui, non, on a vraiment, même sur le service, moi, c'est Chen Jian qui me disait, le fait que ça soit aussi ouvert, en fait, qu'il relâche son pouce, hein, quand il serre, il relâche le pouce. Donc un peu comme si on était en service orthodoxe lancé. Il me disait, c'est dur, il ne va pas mettre d'effet, quoi. Comment il fait pour le récupérer? Puis en fait, je m'apercevais que je me mettais en face et que on a essayé, mais il avait plus de possibilités, il mettait beaucoup plus d'effets comme ça parce qu'il arrivait à recatcher, en fait, à rattraper sa raquette au bon moment quand l'impact balle raquette. Voilà. Donc, par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'essayait pas. Et justement, on continue à essayer énormément. Je pense que c'est ça qui emmène Félix, alors de temps en temps, à être énervé parce qu'il ne réussit pas tout, à être colérique même parce qu'il a envie que ça marche vite. Mais en fait, voilà, sur ça, par exemple, là, dernièrement sur la banane, il dit je la fais bien mieux en prise orthodoxe. Franchement, il met des avions en prise orthodoxe quand il fait ça. Et en prise porte-plume, il a du mal. On essaye alors, c'est compliqué hein, de se dire essaye de trouver une solution et de changer ton doigt, etc., pour que ça arrive proche de ta prise orthodoxe finalement, pour que tu aies plus de puissance sur cette banane-là.
ben, il tente, il essaie, il crée, il fait les choses. Il a essayé de relever un peu son pouce, il a essayé de plein de choses. Pour l'instant, il n'a pas, voilà, ça avance, il n'a pas trouvé la solution. Mais justement, c'est intéressant pour ça. Voilà. Mais par contre, en fait, à chaque fois qu'on a on conseille, bien sûr qu'on l'entend et on essaye de. Voilà. La seule chose que j'ai pas entendue, c'est faut jouer voilà, faut qu'il soit orthodoxe. C'est-à-dire que quand il avait 11 ans, je l'ai eu. Hein, quand est-ce qu'il repasse voilà. Bon, ça va aller, il va jouer porte-plume et il jouera bien au ping-pong. Donc c'est le seul conseil que j'ai pas, voilà, que j'ai pas entendu, on va dire, ou écouté. Et j'en avais peut-être une pour Sylvain aussi, Guillaume. Je sais pas s'il y a le temps. Vas-y, je t'en prie, enchaîne. Attends, il n'y a pas d'autres demandes en plus là pour moi. Ouais, Sylvain, donc, il disait qu'actuellement il avait un jeune B1 et donc il a eu plusieurs porte-plumes. Est-ce que c'est des choix de la part de tous les gamins que tu as eu ou est-ce qu'il y en a sur certains critères où tu t'es dit, bah tiens, lui je le verrais vraiment bien en porte-plume? Et donc si oui, quels critères? Alors, tout à l'heure, Stéphane, il parlait de l'impact sur l'entraîneur, ça pouvait avoir de travailler sur la prise porte-plume, mais sur la défense, c'est pareil, sur les matériaux, c'est pareil. Enfin, donc moi, j'ai toujours été, quand j'ai commencé à jouer au tennis de table, des prises porte-plume, il y en avait beaucoup plus, évidemment. Donc moi, j'ai toujours été impacté par ça. Et après, bah, mes formations et puis ma conception des choses va plutôt dans le sens de proposer. Et donc, je la propose de toute manière systématiquement, que ce soit des scolaires, du club, etc. Après, Stéphane parlait aussi du fait qu'on pouvait faire des exercices. Et puis, quand on était sur le groupe France Détection avec les situations inhabituelles, ça c'est partie des choses qu'on pouvait travailler aussi. Mais après, en y réfléchissant, tous les gamins que j'ai eus, qui ont eu un bon niveau en prise porte-plume, le premier, il est arrivé parce que son père était pongiste et il regardait Wang Gao jouer, donc il veut faire pareil, un peu le même schéma que Stéphane. Noah, lui, il a commencé à jouer en prise orthodoxe et il s'est mis à la prise porte-plume parce qu'il a vu jouer Félix sur un match contre Nice. D'autres joueurs se sont mis à la prise porte-plume parce qu'ils ont vu les joueurs du club jouer en prise, d'autres jeunes du groupe jouer en prise porte-plume, donc ils ont voulu faire pareil sans pourtant connaître ou avoir vu les joueurs de haut niveau. Donc tu as ces cas de figure différents-là. Dans tous les cas, c'est jamais une imposition. On avait eu la discussion avec Claude Barre qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la facilité du joueur à fixer son coup droit. Mais c'est normal parce que ta prise, en fait, quand tu l'as en prise porte-plume, elle est orientée directement pour mettre la balle, pour toucher la balle correctement. Alors que sur la prise orthodoxe, tu vas être obligé de jouer davantage sur l'ouverture du poignet, etc. Voilà. Donc après, est-ce qu'il y a des caractéristiques des joueurs prise porte-plume? Tu as des petits, des grands, je parle de joueurs de haut niveau. Hein. Tu as même des Européens qui ont joué prise porte-plume et qui étaient très grands. Donc, dire qu'il y a des morphotypes, bon, je dirais pas dans ce sens-là. Après, les qualités, je te les ai données tout à l'heure. Sur celles que moi je vois, c'est assez vite un gamin qui est capable de jouer dans toutes les directions, en revers, j'entends, parce qu'en coup droit, c'est très facile. Dans toutes les directions et avec toutes les actions possibles sur la balle assez rapidement, pour moi, ça veut dire que tu peux y aller. Après, tu en as qui sont plus ou moins bloqués du revers. Et quand ils sont bloqués du revers, ça peut créer des. Stéphane, il disait que Félix s'énervait. Bah, tu as les gamins qui sont capables de surmonter ça et de bosser et puis d'aller à l'encontre. Tu as ceux qui vont abandonner au bout d'un temps. Ça, j'en ai vu un certain nombre aussi. Voilà, donc moi, je suis plutôt partisan, effectivement, que le joueur vienne amener sa solution en partenariat avec toi. Toi, tu proposes. Si ça fonctionne, c'est très bien. Et puis après, tu as des joueurs On sait très bien qu'un joueur, il va. Damien parlait de Joël Sefrit qui a changé très très tôt. Mais tu as même des joueurs qui ont changé beaucoup plus tard que ça. Alexander Bus, un Canadien qui est 60 Canadiens aujourd'hui. Lui, il a joué en prise porte-plume jusqu'à assez tard. Il est passé en prise orthodoxe. Et puis à l'inverse, sur un tournoi national 2, là, j'ai vu un jeune Togolais
Lui, il a joué au Togo en prise porte-plume pendant 10 ans parce que les entraîneurs ne voulaient pas qu'il joue en prise porte-plume. Enfin, non, il jouait en prise orthodoxe. Les entraîneurs ne voulant pas qu'il joue en prise porte-plume. Il est arrivé en France en 2021. Tout seul, sans entraîneur, il s'est mis en prise porte-plume. Il s'entraîne au Camp Bordeaux donc avec Paul. Donc, Paul, c'est quelqu'un qui va être assez ouvert sur le sujet. Bah, ce gamin-là, il a perdu un classement quand il est arrivé en passant en changeant de prise et il en a repris 2 ou 3 de plus assez rapidement à la suite. Donc, même sur le tard, ça, moi je me disais, le premier travail que j'avais fait sur la prise porte-plume, je me disais, bah, au bout de 2 ou 3 ans, c'est pas très grave. Mais par contre, plus tard, automatiser, c'est compliqué. Voilà. Alors, c'est pas les joueurs de tout haut niveau mondial. 60 Canadiens, ça doit commencer à faire un peu parce qu'ils ont un apport des étapes chinois de façon assez importante aux États-Unis et au Canada. Donc, ça doit jouer quand même. Pour le jeune Soufianou, bah, oui, c'est bon. On n'est pas dans ces sphères-là. Mais par contre, j'ai eu Wang Xin aussi, qui me disait, lui, il avait joué en prise traditionnelle, et ça lui a pris 1 an pour passer à la prise inversée. Donc on n'est pas du registre du passage de la prise porte-plume à la prise orthodoxe, mais tu as un changement pas forcément simple de passer, quand tu as joué toute ta vie en prise traditionnelle et de passer en prise inversée, c'est pas forcément simple. Bah, lui, il a fait ce travail-là, il disait que ça lui a pris 1 an pour le maîtriser. Et ça me fait rebondir sur un des intérêts de la prise porte-plume. Je crois que Damien il en a parlé aussi tout à l'heure, c'est que mais tu pourrais faire ça avec la prise orthodoxe aussi, hein, les 3 faces, les joueurs qui vont te bloquer la balle côté coup droit dans le revers. Par contre, en changement de rythme, en changement d'action sur la balle, terminer le jeu avec la prise traditionnelle et repartir avec la prise inversée en prise porte-plume, l'effacement du coude éventuellement avec la prise traditionnelle sur toute la table. Il y a plein de pistes qui me paraissent intéressantes dans les avantages à bosser avec cette prise-là. Réouvre mon micro, pardon. Ouais, merci Sylvain. Bah, écoutez, si quelqu'un, merci encore pour les questions et d'avoir un peu complété. Eh ben, je vois Arnaud qui lève la main. Je t'en prie, Arnaud. Ouais, bonjour à tous. Une question par rapport aux joueurs chinois et aux joueurs chinoises qu'on ne voit plus en prise porte-plume dans le top mondial. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que vous avez des échos par rapport à ça? Parce que on n'en voit plus. Alors moi, on n'en voit plus, mais quand même sur tous les relanceurs, et je peux te dire qu'ils jouent quand même dans les top 20. Hein. Il y en a beaucoup en prise porte-plume en fait. Alors les 3-4 meilleurs n'y sont pas, mais en fait ceux qui sont dans les salles en Pro Tour, tu sais, ils arrivent en WTT, ils arrivent à 30. Il y a le relanceur, etc. Il y en a beaucoup en porte-plume en fait, et qui jouent top 30 sans problème. Voilà. Donc c'est voilà, en filles et en garçons. Donc c'est juste aussi. Je pense que ça, moi, la réflexion que faisait Shenzhen, parce que lui, il a eu ça, c'est justement, il disait que c'est un peu plus long, donc la formation, il y a plus trop de défenseurs non plus, mais parce qu'ils sont aussi dans un registre, avant, ils pouvaient choisir complètement, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ils disaient c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Maintenant, ils ont quand même, ils ont avancé aussi sur ça, et donc cette ouverture leur fait avoir les mêmes défauts que nous, c'est-à-dire il faut gagner des matchs très tôt. Et donc, ils ont plus de mal à passer. Il faut juste se dire que Wang Gao, qui a été numéro mondial, c'était pas le meilleur en junior et de loin. Quand on prend le défenseur coréen qui avait fait vice-champion du monde, moi je l'ai vu à 12 ans, il était, on l'a laissé, il était très loin des meilleurs coréens. Voilà, c'est-à-dire que forcément, avec cette prise-là, il y a 1 an ou 2 ans de décalage de temps en temps par rapport aux premières grosses performances. Et ils sont dans le même registre. Mais il y en a un qui arrive là, et qui est très très bon. Donc c'est pas non, ils ont juste le même souci que nous, c'est qu'on pense tout le temps au résultat tout de suite. Et forcément, comme ils ont une concurrence énorme, ils se disent pour gagner et pour être tout de suite dans les groupes, parce que vous savez qu'ils fonctionnent par groupe aussi, par cercle ou par groupe, je sais pas comment on peut appeler ça, mais pour être dans les 16 en fait, dans leur catégorie, etc. C'est là où ils ont plus d'aide, plus de choses. Ils se disent ça vaut le coup de les mettre en orthodoxe parce qu'ils vont gagner des points plus facilement au début. Et voilà, c'est tout. Mais sinon,
n'y a pas de raison en fait. Je rebondis moi sur ce que disait Sylvain à la fin de son intervention là. Félix, il utilise la prise porte-plume comme un orthodoxe et il est encore très très loin de la spécificité de la prise porte-plume et il y a une marge de progression qui est incroyable. Voilà, ça j'en suis persuadé parce qu'en fait il l'utilise pas super bien. Donc il y a une marge de progression en retour au service. Il est incapable de remettre court, donc voilà, normalement c'est plus facile. Donc il y a plein de choses encore qu'il a besoin de travailler parce que il a travaillé différemment, peut-être parce qu'on n'a pas été très spécifique à un moment donné. Mais ça veut dire que maintenant on peut l'être parce qu'il a toutes les capacités. Donc c'est pour ça quand je dis en fait ouvrir vraiment les capacités, parce qu'ensuite quand les capacités sont ouvertes, finalement, que ce soit à 18 ans, à 20 ans, etc., on est capable d'apporter des choses. Beaucoup plus parce qu'on a une expertise et on a un recul. Si on ferme trop tôt, c'est terminé. On n'a pas cette expertise et cette possibilité. Et ça, c'est valable pour tous les joueurs. C'est vraiment important d'ouvrir les capacités d'adaptation, d'adaptabilité, etc. Parce que finalement, à 18-20 ans, on peut. Et Sylvain parlait de Wang Xin. Chen Zhan, pareil, hein, c'était forcément la prise traditionnelle, ou le chinois Romagne de la même manière. Franchement, ils sont passés à la prise inversée en 6 mois. Parce qu'ils avaient déjà une capacité, une expertise énorme, mais aussi qu'ils avaient travaillé justement sur cette capacité à créer, à inventer, etc., et à avancer. Donc, ils l'ont fait, eux, à 30 balais. Hein. Donc, ça veut dire que toutes ces petites modifications et cette expertise qui arrive en plus, on est capable de la mettre même plus tard. Si jamais on a eu cet entraînement au départ d'ouvrir le champ des possibles, quoi. Voilà. Donc Félix, il a encore une marge énorme de progression, donc ça donne un peu d'espoir, quoi. Voilà. Je vais prendre la main levée de David. Et après, j'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat que vous pouvez lire en attendant, ceux qui ont géré les ballots de Félix quand il était petit. Vas-y, David. Oui, une question pour Stéphane. On avait discuté ensemble il y a un an ou deux et tu avais évoqué le fait que Félix en vert puisse bloquer comme Chen de la Romagne. Et je ne crois pas qu'il le fasse encore et je voulais savoir où c'en était de cette réflexion-là. De bloquer en fait avec le même côté que le droit. Alors, il a réussi à le faire une fois là en double. Il s'est tourné vers son frère. Ils ont rigolé. Il a réussi à en mettre une. Oui, je pense que comme disait Félix, pour moi, c'est pour ça que je pense qu'il a une évolution incroyable. C'est-à-dire que quand on joue comme ça, en fait, on a 3 côtés pour moi. Donc, c'est quand même mieux que la prise orthodoxe parce que finalement, on a les 3 côtés. On peut jouer. Voilà. Et pour l'instant, c'est un fil rouge, on va dire, dans sa carrière. C'est-à-dire qu'on n'impose rien, mais par contre, il s'échauffe quand même souvent comme ça. Il continue, il joue en ballotte un peu comme ça. Il sait que petit à petit, il va l'intégrer sans que ça soit quelque chose d'obligatoire. Voilà, parce que ça serait contre-productif parce qu'il est capable de faire plein de choses avec son revers, mais je pense qu'il est capable d'en faire encore plus, justement, avec cette prise traditionnelle, enfin, ce qu'on appelait traditionnelle. Voilà, et il est capable, justement, d'écraser cette balle un peu plus, de bloquer comme ça, pour après reprendre le top spin avec son revers. Et là, évidemment, que si tu écrases la balle en bloquant et derrière tu repasses au-dessus, pour l'adversaire, c'est costaud quand même, voilà, avec la vitesse à laquelle il peut jouer. Donc, voilà, il y a encore plein de choses où il peut progresser. Et là, sur ça, on continue. Voilà, quand je dis c'est un fil rouge sur du très long terme. Voilà. Et ne serait-ce que ça, tu vois, il était très content et son frère, évidemment, connaît ce fil rouge. Il l'a fait une fois en double sur un point important. Hein. Voilà, il a réussi à le faire une fois en double sur un point important. Je ne sais pas pourquoi il l'a tenté. Voilà. Et tout de suite, il y a eu un sourire, du plaisir. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a fait une fois en match. C'est pas souvent, quoi. Voilà. Mais rien que ça lui a permis de sourire et de se dire, ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. J'ai un truc de plus. Voilà. Donc, on continue, bien sûr. Merci, Steph. Et donc, un entraîneur qui pose la question de la gestion, justement, des ballots quand ils sont petits. Et donc, quand Félix était petit, il a le cas d'un petit B1 qui joue en N2. Voilà, sur quelques. Je vais utiliser une expression de jeu vidéo truc et astuce, les petits tips. Voilà, si Sylvain, Steph, Damien, vous avez quelque chose par rapport à ça? Le problème que je vois sur la balle haute, moi, c'est que la raquette, elle peut dévisser.
éventuellement. Ça, tu le règles, enfin moi, en tout cas, ce que j'essaie de faire. Il y a le travail vraiment précis de la biomécanique. Tout à l'heure, on disait que sur les balles alors, en coup droit, quand ta balle est dans la zone classique, comme on disait tout à l'heure, ou comme la réflexion qu'on avait avec Claude La Barre, main est bien. ça c'est facile. Dès que la balle monte, en fait, avec la prise porte-plume, avec la prise orthodoxe et le fait que tu puisses fermer facilement ici, là, tu passes assez facilement sur la balle. Là, tu es obligé de monter le coude avec la prise porte-plume pour le faire. Donc, le travail spécifique de fermeture ici du coude, ma caméra du ralenti, donc c'est pas top. Mais ce que je disais sur les doigts, là, tout à l'heure, appuyer plus ou moins le fermer, de jouer sur la fermeture et jouer sur la qualité de la fermeture ici en rotation de l'avant-bras sans générer ici de déperdition sur le gainage dynamique. Ça, c'est une des choses qu'on fait. Mais après, tu regardes les joueurs, enfin, le fait de la percussion de la balle en coup droit avec la prise porte-plume, selon les joueurs, tu vois bien que moi, à toute époque, tous les joueurs qui ont eu un prise porte-plume, ben, ils envoient aussi fort. Et alors, j'ai envoyé le travail de la puissance, j'ai essayé de le régler physiquement en donnant ça en question à des étudiants en physique et à des ingénieurs. C'est trop, ça ne peut pas se réduire à la prise porte-plume, ça ne peut pas se réduire à la pose des doigts. Voilà, parce qu'il y a plein d'autres éléments qui vont rentrer dans le système. Et Stéphane disait que le joueur il va trouver des solutions pour appuyer comme il faut sur les doigts. Ça il faut le tester. Donc c'est ça avec les stagiaires la dernière fois aussi. On envoyait le plus fort possible dans un filet TSP, par exemple, dans une bâche, sans en tenir compte évidemment de la table. Tu t'aperçois que selon le type de gabarit que tu as en face, selon comment tu envoies, la prise porte-plume n'est pas forcément un problème à ça. Il faudra se réappuyer sur Stéphane par rapport à ça, mais le fait que Félix, ça fait longtemps que je suis en contact avec lui, mais de l'extérieur, je pense que la balle, comme elle part en coup droit maintenant, il y a eu un gain, il y a eu un gain en termes de puissance. Alors, sur la balle haute, là, par rapport à Félix, ce qu'expliquait Sylvain sur l'aspect biomécanique, oui, c'est évidemment important. Et cette bascule de la main pour pouvoir fermer, c'était un petit peu plus dur en prise porte-plume, mais je dirais qu'il y a 4-5 choses que ça a permis de développer. Un, de prendre de temps en temps la balle haute tôt. Et là-dedans, il a presque inventé, parce que ça se faisait peu à l'époque, cette balle amortie sur la balle haute. Et aujourd'hui, on voit à quel point c'est une arme. De prendre la balle haute aussi de temps en temps, plutôt tard, vraiment en phase descendante pour être à la hauteur à peu près de son épaule. Donc ça, c'est un petit peu plus contre nature, mais en même temps, ça lui permettait de continuer le point. Et puis la dernière chose autour de ça, c'était aussi de lui expliquer que c'était un travail pour la suite. Ces adultes qui n'avaient que ce moyen de se défendre contre lui en jouant en balle haute, et ben, ça le faisait travailler ses balles hautes. Et alors, il n'a pas forcément ses qualités de patience, ce n'est pas forcément sa qualité première, mais par contre, son abnégation sur le travail, oui, et ça l'a fait travailler beaucoup. Donc voilà, avec quelque chose où on lui posait une difficulté, je pense qu'aujourd'hui, il l'a vraiment transformé en force, en tout cas. Ça marche. Ben, merci Damien. Je regarde si on a d'autres. Tac, merci beaucoup. Voilà. Il y a des gens qui mettent des petits commentaires. Mais de toute façon, on est au bout de notre petite heure. Je sais que dans un monde idéal, nous serions en salle avec les raquettes et ainsi de suite. Mais bon, voilà, c'était histoire déjà d'avoir un premier temps tous ensemble. Je remercie encore Sylvain, Steph et Damien pour leur dispo. Je vous remercie d'avoir répondu présent et on verra si ça amène d'autres choses. Et vu qu'il est de bon augure en ce moment, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, il y en a certains qui sont sur des matchs ce soir. Il y a pas mal de petites compètes jeunes pour finir. Donc finissez bien et voilà.
Alors, si on arrive à faire une année Pongis 2025 aussi bien que 2024, ça me paraît compliqué. Je crois qu'il n'y a pas de Jeux Olympiques déjà en 2025. Je ne me trompe pas. Non, mais en tout cas, j'espère surtout que notre ping continuera à se porter aussi bien et que tout le monde continuera à s'éclater et à expérimenter. Si je devais un peu résumer, je vais garder ça. Voilà. Ben, merci encore à tous et je vous souhaite à très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Bonne fête. Merci beaucoup. Au revoir.